Allez, c'est reparti. Donc, on va attaquer les suites, toujours dans ce cadre estival des cahiers de vacances. Euh, donc, euh, donc, Roger m'en suit, mais avant d'aborder ce chapitre, on pourra avec profit rappeler la définition quantifiée de convergence d'une suite réelle ou complexe et énoncer le théorème d'encadrement et le théorème de limite monotone. Bon, donc la définition quantifiée de convergence d'une suite réelle ou complexe, c'est avec les, je suppose que c'est quel que soit epsilon, donc c'est epsilon strictement positif, hein. Il existe un rang à partir duquel la suite se rapproche de L à epsilon près. Donc c'est toujours intéressant, par exemple si on est en réel, hein, là, de voir que valeur absolue de un moins L strictement plus petit que epsilon est équivalent à dire que un est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon, strictement compris. Alors bon, ça c'est important, hein, pour pouvoir s'affranchir à des moments des valeurs absolues qui peuvent être un petit peu boulées à des moments, quoi. Voilà. Ok. Alors, donc je vous laisse. Oui. Alors maintenant, énoncer le théorème d'encadrement. Bon, bah oui, je suppose que c'est si UN est encadré par deux suites qui tendent vers la même limite, alors elles convergent et tendent vers cette limite commune. Et le théorème de limite monotone, voilà, donc bon, si UN est majorée et croissante, alors elle est convergente, minorée décroissante, pareil. Alors, ces théorèmes-là s'appuient quand même pas mal sur la notion de suite de Cauchy, hein, et donc sur le fait que R est complet, ou C est complet. Donc ça, faut bien en avoir conscience. Voilà. C'est à partir de là, on peut démarrer et je vous laisse faire ce petit test vrai-faux, hein. Combien il y en a? Un, 2, 3, 5, 11. Bon, voilà. Alors, voilà, vous avez, si vous le faites au hasard, vous avez une chance sur 2 puissance 11 d'avoir tout juste. Ça fait quoi? Ça fait 2048. Bon, alors donc, je suppose là maintenant que vous avez fait un arrêt sur image, que vous avez fait le test, et puis on va corriger ça. Alors, si la suite UN converge, alors elle est bornée. Bah oui, donc là j'ai envie de mettre vrai. Alors pourquoi? Bah parce que bah, toujours pareil, hein, on part de la définition quantifiée, justement. Et puis là, on va avoir un epsilon, on va avoir un rang n à partir duquel ça marche. Alors jusqu'au rang n, bah, elle est bornée. Et après le rang n, bah, un est borné, puisque un va être inférieur à un L plus epsilon et plus grand que un L moins epsilon. Voilà. Donc on fait une synthèse et puis après on voit que c'est borné dans les deux cas. Si la suite strictement positive UN converge, alors la suite ln de UN converge. Bon, bah, c'était bien de dire strictement positive, mais on voit bien que si UN c'est égal à 1 sur n, alors la suite log de 1 sur n, ça va tendre vers log de 0 moins l'infini, donc ça ne marche pas. Voilà. Faux. Si la suite cosinus UN converge, alors la suite sinus UN converge. Alors, euh, on, voilà, bon, si UN convergeait, alors sinus UN convergerait, évidemment. Donc, parce que sinus est continu. Mais le fait que cosinus UN converge ne suffit pas, hein, à montrer que UN converge. Pourquoi? Bah, globalement, parce que cosinus n'est pas... bon, elle est tout à fait continue, hein, mais par contre,
elle n'est pas inversible, elle n'est pas injective. Oui, elle n'est pas inversible sur son image. Donc, voilà, ça pose un problème. Bon, alors, tout provient du fait que cosinus n'est pas injective. Donc, on cherche un contre-exemple à partir de là. On prend deux éléments qui ont même image de réel, qui ont même image par cosinus, donc par exemple moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Le cosinus, ça fait 0. Donc on va prendre par exemple la suite moins 1 puissance n pi sur 2. On voit que cosinus moins 1 puissance n pi sur 2, c'est égal à 0, donc ça converge, c'est une suite constante. Et pourtant, sinus moins 1 puissance n pi sur 2, ça ne converge pas, parce que c'est la suite moins 1 puissance n. Donc là, c'est faux. Si la suite réelle un puissance au cube converge, alors la suite un carré converge. C'est un peu la même histoire. Ils ont bien fait de préciser que c'est une suite réelle. Et là, on a injectivité de la fonction x donne x3. Donc, je peux prendre la racine cubique ici, qui est bien définie, qui est continue, bien sûr. Et donc, un converge. Et donc, comme x au carré est une fonction continue, là, ça converge. Et là, ça va être vrai. La suite complexe, cette fois-ci, la même chose avec complexe, ça devient faux. Il suffit de prendre un, par exemple, égale 1, si n est pair, et j si n est impair. J, racine cubique primitive de l'unité, on va avoir la suite constante égale à 1. Et là, on va avoir tantôt 1, tantôt J2, on va avoir deux sous-suites qui convergent vers des choses différentes. Donc, la suite ne converge pas. Donc là, ici, c'est faux. Mais toujours pareil, bien prendre conscience que le problème était un problème d'injectivité. Si la suite, partie entière, donc ça c'est la partie entière inférieure, converge, alors la suite un converge, toujours pareil, ça ce n'est pas injectif. Prenez, vous allez prendre les rangs pairs de un, c'est 0, et les rangs impairs, c'est 1,5, et vous avez un contre-exemple, encore une fois. Une suite positive de limite nulle est décroissante à partir d'un certain rang. Là, j'ai envie de dire c'est faux. Pourquoi? Prenons deux suites comme 1 sur n et 1 sur n au carré, qui convergent vers 0. Et avec ces deux suites, on construit une suite en alternant. Donc les rangs pairs, ce sera 1 sur, si c'est un rang pair, ça va être 1 sur 2n, d'accord, U2n, c'est 1 sur 2n, et puis U2n plus 1, c'est 1 sur 2n plus 1, le tout carré. Donc, on voit bien que cette suite, elle est positive, elle est de limite nulle, elle n'est jamais décroissante à partir d'un certain rang, parce que on aura toujours 1 sur 2n qui sera tout de même plus grand que 1 sur 2n-1, le tout carré, quoi, voilà. En tout cas, à partir d'un certain rang. Voilà, donc c'est faux. Une suite monotone converge. C'est là où c'était bien d'avoir le théorème de limite monotone en tête. Il faut qu'elle soit bornée pour que ça converge. Donc là, dit comme ça, deux suites bornées un et vn, telles que un moins vn tendent vers 0, convergent vers la même limite. Bon, là, c'est un peu méchant, parce que on peut se faire avoir par le vers la même limite, alors que l'erreur est dans le converge, quoi. Parce qu'elles sont juste bornées.
Bon, voilà. Donc, il suffit de prendre moins 1 puissance n ici, qui est borné, et Vn égale aussi moins 1 puissance n, et puis elles sont toutes les deux bornées. Un moins Vn, bah, ça fait 0, puisque les deux suites sont égales, et pourtant, les suites, bon, si elles convergeaient, évidemment, ce serait vers la même limite. Donc ça aussi, c'est amusant, c'est d'essayer de rectifier l'énoncé pour que ça devienne juste. Donc là, c'est faux. Deux suites convergentes, hein, telles que un-vn tend vers 0, convergent vers la même limite, ça oui, ce serait vrai. Le maximum de deux suites réelles convergentes définit une suite convergente. Bon, alors, bon, si les deux suites réelles convergent vers la même limite, on voit que c'est vrai. Bon, évidemment, ça définit une suite convergente. Si elles ne convergent pas vers la même limite. Bon, alors, il faut bien voir que ce sont des suites quand même réelles. Alors, on va dire L et L', hein, donc il y a une suite UN, une suite UN, UN tend vers L, UN tend vers L'. On peut toujours supposer que L est strictement supérieur à L'. On va prendre epsilon strictement positif, mais strictement inférieur à L moins L' sur 2. Et à partir d'un certain rang, donc on va prendre le max des rangs qu'on a obtenus pour UN et pour U'N. Et là, ça veut dire que ben, UN, il est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. U'N est compris entre L' moins epsilon et L' plus epsilon. Et forcément, à cause du choix de epsilon, on voit que cela implique que UN est plus grand que U'N. Donc le max des deux, ça va être UN à partir de ce rang. Donc à partir d'un certain rang, ça va être UN, donc ça va être convergent. Donc là, ça marche. Donc ici, c'est vrai. C'était un petit peu plus difficile. Bon, alors sachant que si L égale L', hein, évidemment, c'est vrai. Et puis on prend pour le rang cherché dans la définition quantifiée du max des deux suites, ben, on va prendre ce max des deux rangs qu'on a trouvé pour UN et U'N. Voilà. Si U2N et U2N plus 1 convergent vers la même limite, alors UN converge. Alors, oui, bah, on peut le faire encore avec les définitions quantifiées. On se donne epsilon, et puis on veut UN se rapprochant de cette limite commune, L, à moins de epsilon. Donc on appelle N0 le rang à partir duquel U2N se rapproche de la même manière aussi à epsilon près de L. On appelle N1 pareil pour U2N plus 1. Alors, je vais prendre pour le rang bah, le max de 2N0 et de 2N1 plus 1. Et là, je vais avoir UN qui va se rapprocher, évidemment. Donc, voilà, de L à epsilon près, c'est facile. Donc là, ça va être vrai. Bon, voilà, on a terminé. Bon, voilà ce que je trouve. Alors, on peut faire celui-ci qui est rigolo. Ça fait vraiment jeu de vacances, hein. Ça me rappelle les trucs de PIF ou de Télé 7 jours. Alors, associer à chaque terme général de la suite de gauche la limite correspondante à droite. Bon, un vrai jeu de plage. Alors, vous avez remarqué qu'il y en a plus à gauche qu'à droite. Donc, forcément, ce ne sera pas injectif, hein. Il va y avoir des éléments ici qui auront... Mais ce n'est pas pour autant que ce sera surjectif. Attention.
Alors, je vous laisse le faire, hein, puis voilà, que vous soyez à la montagne, chez vous, à la plage, sur votre portable. J'espère que vous le voyez. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur un portable. Que je pourrais grossir. Tiens, là, c'est peut-être mieux, non? Alors, on y va. N plus 1 sur n, bah, ça tend vers 1. Là, l'exponentielle tend vers 0. Ça tend vers l'infini. C'est une forme indéterminée, mais ici, l'exponentielle l'emporte sur le polynôme. Donc là, ça va faire 0. Là, ici, bah, l'idée, c'est de prendre le logarithme. Donc, le logarithme, c'est n log de 1 moins 2 sur n, mais log de 1 moins 2 sur n est équivalent à moins 2 sur n. Donc, n fois moins 2 sur n tend vers moins 2. Et donc, bon, bah, comme l'exponentielle est continue, ça va tendre vers exponentielle de moins 2 ici. L'arc tangent n, donc ça va tendre, bon, l'arc tangent infini, c'est pi sur 2, donc c'est là. Là, ici, on va avoir exponentielle de n qui va tendre vers l'infini, et là, ça tend vers l'infini aussi, mais c'est lui qui va l'emporter, en gros. Donc ici, on met en facteur exponentiel, on force un petit peu le truc, on met en facteur exponentiel de n, là, on met en facteur exponentiel n, et on va avoir quelque chose de borné, fois exponentiel de moins n, donc ça va tendre vers 0. Ici, bah, le terme le plus fort, c'est n2, ici, c'est n2 aussi, donc ça va tendre vers 1. Bon, on factorise par n2, donc 1. Bah ici, toujours pareil, hein, ça ne change pas par rapport à ça, c'est toujours 0. Ici, attention, ça va de n à 2n. Hein. Donc en fait, 1 sur K2, c'est une série convergente, d'ailleurs qui converge vers pi2 sur 6, voilà. Et puis, donc ça, c'est plus petit qu'un reste. Elle est convergente, elle est positive. Donc ça va être plus petit qu'un reste. Et les restes, ils tendent vers 0. Donc ça va être compris entre 0 et 0. Donc ça va tendre vers 0. Ici, ça va faire 0. Et arc cosinus 1 sur n, ben, comme arc cosinus est continu, on veut bien y croire. Arc cosinus, ça va tendre vers arc cosinus 0. Et là, donc, ça va être pi sur 2. Qu'est-ce qui n'a pas été atteint? Tiens, log de 2 n'a pas été atteint, il me semble. Et puis pi sur 4 non plus. Mais le reste a été atteint. Voilà, on s'arrête là et on reprend une activité normale d'estivant.